Bonjour et bienvenue sur le site de CalXP. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler un petit peu du risque alpha, du risque bêta et de l'intervalle de confiance et la puissance d'un test. Voilà. Donc, au travers de cet exemple, donc ici, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve une courbe de distribution, une gaussienne, dans laquelle au milieu, nous allons trouver la moyenne et nous avons donc la dispersion à plus ou moins 3 écarts types. Donc, comme vous pouvez le constater, on a une zone verte. Et ici, une zone mauve. Cette zone mauve, c'est le risque alpha, c'est le risque de rejeter à tort. C'est-à-dire que si nous avons une valeur par exemple de 46,5 qui se retrouve malgré elle dans la courbe en cloche, on va la rejeter. On va considérer donc que c'est une valeur qui est acceptable, mais nous allons la rejeter à tort. Donc le risque alpha, c'est le fait de rejeter à tort des données. Alors pourquoi on rejette à tort? C'est en fait une sécurité. C'est-à-dire que lorsque l'on va avoir des valeurs qui sont autour de 47 ou de 47,5, on va dire non, elles sont loin de ma moyenne, qui est de 45, donc on la rejette. Mais lorsqu'on est dans cette zone un peu d'incertitude, qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas trop. Du coup, généralement, les statisticiens, ce qu'ils font, c'est qu'ils rejettent 5%. Donc ces 5%, on peut les rejeter soit d'un côté, auquel cas on parle de test unilatéral, ce qui est le cas ici, soit on parle de test bilatéral. Donc bilatéral, en fait, on va rejeter 2,5% d'un côté et 2,5% de l'autre. Donc cela dépend du test envisagé, c'est-à-dire que si l'on veut montrer par exemple une amélioration d'un rendement qui est de 45%, donc on parle d'amélioration, donc on va s'intéresser que, on va dire, du côté droite, donc on fera plutôt un test unilatéral, dans ce sens. Du côté gauche, on ne s'intéresse pas. En revanche, si l'on souhaite comparer deux méthodes, mais on ne sait pas si la différence va être positive ou négative, on partira plutôt sur un test bilatéral. Donc nous avons le risque alpha qui est de part et d'autre de notre courbe de Gauss. À présent, imaginons que j'ai donc une première méthode, M1, qui est ma courbe bleue, d'une moyenne 45, et j'ai une nouvelle méthode qui veut améliorer un rendement, par exemple. Donc on peut voir qu'ici, sur ma courbe rouge, qui est ma méthode 2, le rendement est de 46%. Donc, si l'on fait un test statistique, idéalement un test de student, l'idée c'est de comparer donc la différence entre M1 et M2. On regarde ici donc il y a une différence, et la différence M2 se situe à l'intérieur de ma courbe en cloche d'acceptation. C'est-à-dire que je ne suis pas dans cette zone mauve ou au-delà. Donc dans ce cas, je vais considérer que ma méthode M2 et M1 sont équivalentes. Elles sont équivalentes. Imaginons maintenant que j'ai 46,5. Donc dans ce cas, je me retrouve dans cette zone mauve que j'ai décidé de rejeter. Donc je vais conclure que ma méthode M1 et M2 sont statistiquement différentes. Le problème, c'est que dans ce cas, je suis différent, mais j'ai quand même cette zone verte qui en fait vient dans la zone de confiance, d'acceptation de ma zone bleue. Cette zone verte, c'est ce qu'on va appeler le risque bêta. Donc le risque bêta, en fait, on pourrait le traduire par accepter à tort. Alors pourquoi accepter à tort? C'est parce qu'au final, je rejette M2, je considère que M2 est différent de M1, mais j'ai quand même 39% de commun. Donc c'est un peu du non-sens, c'est-à-dire que je vais rejeter, dire qu'il y a une différence, mais quand même avec 40% d'équivalent. Et si on pousse un peu plus loin, en fait on peut considérer que dès qu'on dépasse les 50%, M2 va être différent de M1, mais je vais avoir quasiment 49% d'équivalent. Donc c'est pour ça que les statisticiens vont s'intéresser quand même au risque bêta, et vont faire en sorte que ce risque bêta soit quand même inférieur à 20%. Donc imaginons que je passe à une moyenne M2 à 47. Donc, ici, on se retrouve avec un risque bêta de 15%. Donc dans ce cas, on va dire qu'il y a bien une différence, et que cette différence, elle me convient. Puisque le risque bêta est donc inférieur à 20%. Donc cette petite zone violette va être le risque alpha que l'on rejette à tort. Le risque bêta va être la zone qu'on va accepter à tort. Et donc il y a le reste, si on revient dans ce sens. Si l'on considère que l'on rejette ici 5%, c'est-à-dire
ce qui reste de l'autre côté, le reste de la courbe en cloche, c'est 1 moins alpha. Et c'est ce qu'on appelle l'intervalle de confiance. L'intervalle de confiance. Donc, toutes les valeurs qui vont se situer dans cet intervalle, j'aurai confiance, donc je vais plutôt les accepter avec raison. Et inversement, pour le risque bêta, qui est cette petite zone verte, il y a le reste de ma courbe en cloche, que l'on va appeler la puissance du test, 1 moins bêta. Donc cela signifie que si mon risque bêta est inférieur à 20%, ma puissance de test est de 80%. Donc lorsque l'on souhaite comparer deux moyennes et que l'on veut montrer une différence, on souhaite avoir une puissance supérieure à 80%, voire 90%. Donc ici, je vous ai montré que pour avoir une différence, on pouvait faire bouger les deux moyennes. C'est-à-dire qu'ici, j'ai une différence de 1. C'est une possibilité. La deuxième possibilité pour montrer une différence, c'est d'améliorer la précision. Et comment on améliore la précision? Donc la précision, elle est caractérisée par la variance. On va la diminuer. Donc si par exemple ici, je passe une variance à 1 pour les deux méthodes, je me retrouve ici avec deux différences. C'est-à-dire que ma méthode est assez précise pour mettre en évidence une différence entre M1 et M2. En revanche, si j'ai une méthode qui n'est pas du tout précise, je ne serai pas capable de faire une différence. Voilà. Alors, et enfin, il reste une autre possibilité pour montrer une différence, c'est d'augmenter la taille de l'échantillon. Donc ici, dans ce cas-là, je ne suis pas capable de montrer une différence significative entre M1 et M2. Mon échantillon est de 10. Si par exemple, je passe à un échantillon de 100, forcément, je vais améliorer ma moyenne. C'est-à-dire qu'avoir une moyenne sur 10 valeurs ou avoir sur 100 valeurs, une moyenne sur 100 valeurs va être plus fiable. Donc comme elle est plus fiable, je vais être en mesure de faire une différence entre M1 et M2. Alors, la question que l'on peut se poser, c'est, voilà, on est parti sur 100. Mais on est parti un peu sur 100 au hasard. La question, c'est de savoir quelle est la taille de mon échantillon pour pouvoir mettre en évidence cette différence entre ces deux moyennes. Alors ici, si on regarde du côté droit, on a une possibilité. Donc par un petit traitement statistique, on peut voir ici que je connais ma moyenne M1, M2, donc la différence, l'écart type, et ça, avec ceci, ça me permet de calculer un effet size, que je vais appeler petit d. Ici, j'ai tous mes critères, donc j'ai mon risque bêta, j'ai mon risque alpha. Et l'idée, c'est de trouver n pour que j'obtienne des valeurs ici équivalentes. Donc actuellement, j'ai 10. Donc ce 10, en fonction du risque alpha et du risque bêta, me donne un petit 1,16. L'idée, c'est de me rapprocher et de passer en dessous de 0,45. Donc je vais jouer sur les valeurs. 50, 55, 60, 62. Voilà. On peut considérer qu'à partir de 62, allez, disons 65, j'obtiendrai pour un risque alpha de 5%, un risque bêta de 20%, une différence significative. Donc ce 65, je vais le mettre ici. Et effectivement, on peut voir que mon risque bêta est proche de 20% et ma puissance est proche de 81%. Donc voilà, j'espère qu'au travers de cette vidéo, vous aurez compris ce qu'est le risque alpha, de rejeter à tort, le risque bêta, d'accepter à tort. On considère qu'il y a une différence, mais on a quand même une partie qui est en commune. L'intervalle de confiance, 1 moins alpha, que l'on accepte avec raison, et 1 moins bêta, la puissance de test, qui est on rejette avec raison. Merci pour cette vidéo de CalXP.